Investir dans l'immobilier en Israël, c'est une excellente idée. Mais optimiser sa fiscalité, ça, c'est souvent une autre paire de manches. Et si je vous disais que la clé se trouve dans un mot qui fait un peu peur, mais qui est pourtant essentiel, l'amortissement. C'est la question que tout propriétaire se pose. Comment faire pour payer moins d'impôts? En toute légalité, bien sûr. Eh bien, la réponse, elle est un peu contre-intuitive. Tout se joue dans la manière dont on va évaluer les différentes parties de son bien. C'est là que se cachent de vraies économies. Allez, voilà notre programme. On va commencer par le concept de base, le fameux dilemme de l'amortissement. Puis, on verra un piège très courant. Ensuite, on regardera ce que dit le fisc, comment choisir la bonne approche. Et enfin, super important, on se projettera sur le long terme. C'est parti. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Le tout premier concept à bien intégrer, c'est qu'un bien immobilier, aux yeux du fisc, ce n'est pas un seul bloc. C'est en réalité un ensemble de deux éléments bien distincts. D'un côté, il y a le terrain. Lui, sa valeur ne s'use pas, donc impossible de déduire quoi que ce soit. Et de l'autre, il y a la construction, les murs, le toit, bref, le bâtiment. Et lui, sa valeur est amortissable, ce qui veut dire qu'on peut la déduire de ses impôts. Alors, l'amortissement, c'est quoi exactement? Faut voir ça comme une façon d'étaler le coût du bâtiment sur sa durée de vie. Chaque année, on va pouvoir déduire une petite fraction de sa valeur de ses revenus. Et donc, qui dit moins de revenus déclarés, dit moins d'impôts à payer. C'est aussi simple que ça. Du coup, l'objectif devient hyper clair. Plus la valeur qu'on attribue au bâtiment est élevée, plus les déductions annuelles seront importantes. C'est purement mathématique. On cherche à maximiser cette part pour réduire l'impôt payé chaque année sur les loyers. Ok, maintenant qu'on a les bases, parlons d'un raccourci. Une pratique très répandue qui a l'air simple comme bonjour, mais qui est en fait un véritable piège fiscal. Il s'agit de cette fameuse règle du tiers. L'idée, c'est de dire, de manière un peu forfaitaire, bon, le terrain, ça vaut 1/3 du prix total et le bâtiment, les 2/3 restants. C'est facile, ça va vite, mais est-ce que c'est une bonne idée? La réponse est un grand non, et ce n'est pas moi qui le dis. Ce calcul, qualifié d'un un peu rapide, peut exposer l'investisseur à un risque fiscal vraiment conséquent. Et voilà le fond du problème. Cette règle du tiers, elle ne repose sur absolument aucun texte de loi. C'est une sorte de légende urbaine de la fiscalité. Du coup, l'administration fiscale peut non seulement la remettre en cause, mais en plus elle ne s'en prive pas. Pourquoi c'est si risqué concrètement? D'abord, ça ne tient absolument pas compte de la réalité du marché. Pensez à Tel Aviv ou Jérusalem. Le terrain peut valoir bien plus que la moitié du prix. Si le fisc s'en rend compte, il peut rejeter la ventilation, imposer des pénalités et même revenir en arrière et annuler les déductions des années passées. Ça peut faire très mal. Bon, si la règle du tiers est à oublier, comment on fait? Heureusement, le fisc israélien ne nous laisse pas dans le flou. Il y a un cadre et il y a 3 méthodes officielles. Et attention, ce n'est pas à la carte. Il y a une hiérarchie, un ordre de priorité très strict. C'est un peu le mode d'emploi interne de l'administration fiscale et c'est celui qu'elle va suivre en cas de contrôle. Alors, cette fameuse hiérarchie, la voici. En numéro 1, la méthode préférée du fisc, comparer la valeur du terrain avec des ventes de terrain nus équivalents dans le même secteur. Si ce n'est pas possible, on passe à la méthode numéro 2, estimer ce que coûterait la reconstruction à neuf du bâtiment. Et seulement en dernier recours, on analyse des transactions similaires. Le point à retenir est donc crucial. La ventilation choisie par un investisseur doit impérativement pouvoir se justifier avec l'une de ces 3 méthodes. Il n'y a pas de plan B, pas d'autre solution tolérée. Ok, maintenant qu'on connaît les règles du jeu fixées par l'arbitre, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'investisseur, mettre en place une stratégie qui tienne la route? Une stratégie qui soit à la fois efficace et blindée. Parmi ces 3 méthodes officielles, laquelle est finalement la plus réaliste et la plus solide pour un particulier ou une société? Prenons les 2 premières. La méthode numéro 1, par comparaison, est très puissante, mais en pratique, c'est presque impossible pour un contribuable d'avoir accès à toutes les données nécessaires. C'est un vrai travail de fourmi. Par contre, la méthode du coût de reconstruction, elle, est beaucoup plus accessible. Ça demande de faire appel à un expert, bien sûr, mais le résultat, c'est une évaluation en béton très difficilement contestable. La recommandation est donc assez claire. La voie la plus sûre, la plus défendable, c'est de s'appuyer sur la méthode du coût de reconstruction. On obtient une valorisation solide, argumentée et qui rassure tout le monde, à commencer par le fisc. Mais attention, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais pas du tout. Une bonne stratégie d'amortissement, ça ne se juge pas que sur les impôts économisés chaque année. Il faut absolument penser à l'étape d'après, le jour de la revente. C'est un principe de vase communicant. Plus on déduit chaque année grâce à un amortissement élevé, plus l'impôt sur la plus-value risque d'être salé au moment de la vente. Pourquoi? C'est simple. Chaque euro amorti vient réduire la valeur comptable du bien et donc augmenter la plus-value future. Ce tableau résume parfaitement ce jeu d'équilibre.
Si on opte pour un amortissement élevé, on paye moins d'impôts sur le revenu tous les ans, c'est super, mais mécaniquement, ça fait grimper l'impôt sur la plus-value à la sortie. Et inversement, bien sûr. Visuellement, c'est très parlant. On voit qu'il y a un arbitrage à faire. On peut vouloir minimiser la barre des impôts annuels, mais il faut garder à l'esprit que ça va faire monter en flèche la barre de l'impôt à la revente. Il n'y a pas une seule bonne stratégie, tout dépend de ses objectifs. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante de toutes. Est-ce que la stratégie d'amortissement qui a été choisie est vraiment la bonne? Est-ce qu'elle est optimisée pour aujourd'hui, mais aussi pour demain? C'est une réflexion qui est absolument essentielle et qui mérite souvent d'être menée avec un professionnel pour trouver le point d'équilibre parfait.